Si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 23. 23 comme le numéro mythique que portait le GOAT, Michael Jordan, sur son maillot. Au sommaire de Ça se débat ce soir, la guerre est inévitable. Le ministre israélien de la diaspora, Amichai Shikli, n'a pas sa langue dans sa poche. La guerre est inévitable avec la Syrie, selon lui. Débat dans quelques minutes. La France trop youpine. Un maire de Dordogne exclu du PS après des propos antisémites. Nous parlerons de l'antisémitisme de gauche avec Céline Pina dans l'interview du Tac au Tac. La chef d'édition de l'émission, Laura Amouyal, a épluché la presse locale et internationale et a sélectionné 4 informations polémiques pour créer encore plus de polémiques. Rendez-vous après la pub pour le tour de l'info. Le second débat de l'émission sera consacré à la force internationale de stabilisation pour Gaza. Est-elle un danger pour la sécurité d'Israël? 2 débatteurs ne sont vraiment pas d'accord à ce sujet. Julien Assal célèbre encore la victoire de l'OM hier en Ligue des Champions. Diffusion de Good Vibes dans la carte blanche en fin d'émission. Vous êtes bien installés sur votre canapé? Eh ben allez, c'est parti. Ça se débat, saison 1, épisode 23 en compagnie de Nathanaël Slama. Bonsoir Nathanaël, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël, je vais bien, merci. J'ai une idée pour vous demain. 24, c'est le nombre de livres qu'il y a dans la Bible. Voilà. Je note, très bien, vous notez ça en régie et on garde ça pour demain. Nathanaël, vous avez fait fuir le camarade Thomas Guénolé de l'émission, vous savez qu'il ne reviendra plus. Ah bon, bah c'est fini. Dommage, hein. Il ira peut-être rappeler ses mensonges ailleurs, mais en tout cas, il y aura plus de monde sur les plateaux avec Thomas Guénolé que dans son spectacle, là où il essaye de raconter. En face de vous, Amir Badran, comment allez-vous? Bonsoir, moi ça va très bien. Un petit mot pour cette information, Israël a donné un accord final pour la construction de 764 logements en Judée-Samarie. Une réaction? Écoutez, ça va de mal en pire. C'est triste ce qui est en train de se passer en Cisjordanie. Et c'est encore plus triste ce qu'on entend à propos de la guerre inévitable, entre guillemets, contre la Syrie. Direction Paris pour saluer Merav Grieger. Bonsoir Merav, comment allez-vous? Très bien, bonsoir Raphaël, ravi de vous retrouver. Je vous lance sur une polémique qui secoue la France actuellement. L'insulte prononcée par Brigitte Macron lors d'un spectacle d'arrêt habitant, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'en pense que ça fait un bad buzz, qu'il y a beaucoup d'opportunités derrière, une grande maladresse et une absence de maîtrise de sa propre communication. Et une superbe instrumentalisation de la part des féministes d'une telle opportunité. Je pense que c'était de bonne guerre de leur part de mettre en lumière tout ceci. Cependant, sur l'aspect juridique et judiciaire, en tant qu'avocate, je suis particulièrement effectivement dérangée par ce type de démarche assez violente et qui m'interroge. Voilà, un artiste comme Bertrand Cantat, accusé et de manière certaine et définitive condamné pour féminicide. Où étaient ces personnes-là? Est-ce qu'elles se sont exprimées de la même manière? Donc, je pense que leur manifestation n'était pas assez convaincante dans leur intention, même si la parole des victimes doit toujours être entendue et que effectivement on est bien placé, nous avocats, pour savoir que dans toute affaire, même quand on perd, on n'est pas forcément le coupable et inversement, quand on est dans une situation comme celle-ci, cela ne veut pas dire que rien n'a eu lieu, mais on n'a pas assez d'éléments de preuve. Et c'est ça un état de droit. Il faut aussi faire confiance à la justice. Et ce type d'instrumentalisation me dérange particulièrement. Et je pense qu'il y a d'autres exemples à prendre et d'autres manifestations à faire, et que celle-ci elle me donne le sentiment de viser autre chose. Merci beaucoup Merav pour ce commentaire sur cette polémique. Et à vos côtés, Rachel Bourlier. Bonsoir Rachel, comment allez-vous? Écoutez, moi, je vais, vous savez très bien, très bien ce soir. Rachel, toute l'équipe de Ça se débat vous félicite pour le lancement de votre podcast Renew. Vous avez reçu Magali Berda, puis Bruno Attal. Alors, racontez-nous cette aventure. Écoutez, je suis ravie. C'est toujours un petit peu compliqué, le lancement d'un podcast, mais j'ai une super team de production, notamment mon réalisateur et producteur Franck Broca,
à qui l'on doit, si vous avez regardé en France les Miss France, c'est lui qui réalisait, ou la Star Academy et plein d'autres émissions, et c'est sur le changement de vie. Voilà, on peut me retrouver d'ailleurs pour le nouveau podcast, le lancement avec un nouvel invité demain sur Spotify et YouTube. Et voilà. Qui est l'invité ? Merci beaucoup. Qui est l'invité de demain ? Eh bien, vous le connaissez sûrement, c'est Roland Pérez, l'avocat, qui a notamment fait un film adapté de son roman. Et donc, je vous donne rendez-vous demain sur YouTube et Spotify pour découvrir la très belle histoire, la très belle histoire de Roland Pérez qui a été jouée par Jonathan Cohen. Voilà. Découvrons à présent... Voilà, et sa maman interprétée par Laila Bekti. Exactement. Et vous savez très bien que le Barça a gagné hier. Aussi, évidemment. Vous savez que le Barça a gagné. Oui. Marseille aussi. Avec un doublé de Koundé. Et Marseille aussi a gagné. Voilà. Donc, Amir Badran est content parce que Marseille a gagné. Moi, je suis très content. Moi, je suis pour aller l'OM. Et moi, j'espère que... merci Amir. Allez l'OM. Vous allez voir, à la fin de l'émission, il y a Julien Assal, il est aussi supporter de l'OM. Je me sens un peu seul sur ce plateau, je vous avoue, chers téléspectateurs. Parce que moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain et on joue dans... non, allez l'OM. On va avancer. Découvrons à présent quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission d'hier. À la question « La peine de mort pour les terroristes empêchera-t-elle la commission d'attentats en Israël ?» Vous êtes d'accord à 58% avec Mme Azoghi qui avait dit non. Et à la question « La civilisation européenne est-elle en danger ?» comme l'affirme Donald Trump, vous êtes d'accord à 94% avec Simon Moss. Bravo aux gagnants. On passe tout de suite au premier débat de cette émission. La guerre est inévitable. Le ministre israélien de la diaspora, Amichai Shikli, a déclaré mardi soir sur X qu'une guerre avec la Syrie était, je cite, inévitable. Sa déclaration accompagnée d'une vidéo montrant des soldats de l'armée syrienne, on les voit à l'écran, chantant lors des célébrations marquant la première année de la chute de Bachar el-Assad, « Gaza, Gaza, notre cri de ralliement, victoire et détermination, nuit et jour ». Cette publication de ce ministre israélien a inspiré l'équipe de SAS Débat et nous avons posé cette question très simple à nos débatteurs. Une guerre entre Israël et la Syrie est-elle inévitable ? Rachel Bourlier pense qu'elle est inévitable. Amir Badran, à ma droite, n'est pas d'accord avec elle. SAS Débat, saison 1, épisode 23, face à face 1. Allez, c'est parti. Rachel, vous connaissez le principe, vous commencez, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Amir, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt ? On est prêt. Rachel, c'est parti, c'est à vous. Alors, quand on voit en effet les hommes du régime d'Al-Shara armés et tenir ces propos virulents à l'encontre d'Israël, on se dit que la guerre est inévitable. Cependant, Al-Shara a pris goût à être reçu à Washington par Trump et à l'Élysée par le président Macron. Donc, je pense qu'en effet, il va être virulent, il va faire attention de ne pas déclencher une guerre avec Israël, car il sait très bien que Benjamin Netanyahou va protéger ses frontières, sa population, comme il l'a fait avec les Druzes. Et surtout, il sait que Donald Trump est en train d'investir des milliards en Syrie. Donc il a tout intérêt, bien évidemment, à éviter une guerre. Mais là, comme le disait très très bien Baudelaire, le masque tombe. On voit bien que c'est un djihadiste, mais il va faire attention de ne pas déclencher une guerre contre Israël. Mais c'est pas seulement d'Al-Shara dont je me méfie, c'est de ses troupes. Va-t-il réussir à les contenir, à les maîtriser ? Mais si ces hommes, ces djihadistes veulent rentrer en guerre, Israël n'aura pas d'autre choix que de rentrer en guerre et de protéger sa population. Merci beaucoup Rachel. Amir, c'est à vous. Alors, Amichai Shikli ne connaît rien en stratégie sécuritaire ni en diplomatie. Sa déclaration pour une guerre inévitable en Syrie n'existe que pour satisfaire un besoin politique de Benjamin Netanyahou. Une nouvelle guerre pourrait ajourner les élections, voire même faire traîner ou même annuler son procès. La volonté de ce gouvernement d'extrême droite de continuer à faire la guerre n'a jamais été rassasiée. Benjamin Netanyahou a été contraint par Donald Trump d'arrêter la guerre contre Gaza au bout de 2 ans. Il mise sur une nouvelle guerre contre la Syrie pour s'échapper au plan de paix à Gaza comme en Syrie. Or, vous savez, récemment, sous l'égide des États-Unis, un nouveau accord est mis en place et il est presque prêt.
Et Benjamin Netanyahu ne sait plus quoi faire. Vous connaissez faire la guerre, faire l'affaire ou faire la paix. On vote sur le compte Instagram d'I24 News en français. D'ailleurs, les téléspectateurs, vous êtes invités à voter pour Rachel ou pour Amir. Nathaniel Eslama, si vous prenez votre téléphone, vous votez Rachel ou Amir? Je vote pour Rachel. Et je pense qu'en Israël, au Moyen-Orient, il vaut mieux se préparer à une guerre plutôt que penser que tout le monde veut la paix avec nous. Si aujourd'hui Israël est posté sur le Hermon et une zone tampon en Syrie, c'est justement parce que le ministre de la Défense, Israël Katz, il y a 30 ans, était parachutiste à l'époque. Il a compris l'enjeu d'avoir le Hermon pour pouvoir faire une zone tampon entre les canons syriens et la population israélienne. Donc au Moyen-Orient, je ne sais pas ce qui est évitable, ce qui est inévitable, mais quand on a au menu soit des milices pro-iraniennes alawim, ou soit des anciens de Daesh ou des salafim, ou même d'autres mouvances djihadistes, il vaut mieux toujours se préparer à la guerre, évidemment tendre toujours la main pour la paix, mais avoir dans l'autre main un glaive pour pouvoir se défendre. Mirav Grieger, Israël a célébré la chute de Bachar al-Assad. Est-ce qu'aujourd'hui le pays ne fait pas face à un leader syrien plus dangereux que son prédécesseur? J'ai l'impression qu'ils sont tous avec une certaine dose de dangerosité et que on va peut-être être dans une situation bonnet blanc, blanc bonnet, comme on dit. En tout cas, effectivement, il faut anticiper. Je pense aussi qu'une bonne guerre, c'est celle qu'on ne voit pas. C'est la meilleure des guerres et que lorsqu'on est obligé de prendre les armes, c'est qu'on a échoué sur les autres terrains. Et la question est-ce que les autres terrains, ceux du renseignement, ceux de la cyberguerre aussi, et certainement d'autres que j'ignore, sont arrivés à terme et ont échoué et nous amèneraient à cette guerre. Donc ce serait déjà l'aveu d'un échec des autres moyens d'action que maîtrise parfaitement Israël. Donc qui a toujours le regret d'en arriver aux armes et avec cette absence de volonté de perte humaine et de tuer aussi. Parce que n'oublions pas que ce sont des humains qui vont se retrouver avec dans leur conscience, sur leur conscience, même si parfois ils n'ont aucun doute sur la cible monstrueuse qu'ils sont obligés d'éliminer, ça reste des personnes traumatisées par la suite qui doivent vivre avec ceci. Donc c'est vraiment la dernière des armes que cette guerre-là physique sur le terrain. Amir Badran, Benjamin Netanyahu, peut-être doit-il demander à ses ministres de mieux se tenir, d'éviter de faire des déclarations comme ça, sachant qu'en coulisses, on sait très bien que l'administration Trump pousse pour qu'il y ait un rapprochement, pas une paix, mais un rapprochement, ne serait-ce qu'un apaisement des tensions entre Israël et la Syrie. Il y a l'envoyé spécial américain qui est souvent sur le terrain, qui vient ici pour essayer de calmer les choses, et une déclaration comme ça ne peut peut-être qu'envenimer la situation. Il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est oui, je suis d'accord que les ministres israéliens, ils auront mieux fait de fermer leur gueule. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Mais vous reprenez Chevènement. Oui. Mais vous savez, la vérité est qu'en fait, Shikli ne fait que parler de la bouche, de la gorge de Benjamin Netanyahu, parce que Benjamin Netanyahu lui-même ne veut pas cet accord. Il est contraint cet accord. C'est la deuxième fois qu'il est contraint par Donald Trump d'arriver à un accord où il ne le veut pas. Ce n'est pas dans son intérêt, comme je l'ai dit tout à l'heure. Benjamin Netanyahu cherche à continuer à faire la guerre, cherche à éviter un accord de paix avec les Palestiniens, cherche à éviter à signer cet accord qui est carrément tout près, c'est pour ça entre Israël et la Syrie, pour justement avoir cette zone sécuritaire. En fait, on n'est pas en train de parler d'une paix entre Israël et la Syrie, j'aurais bien aimé, mais on n'est pas là encore, mais on est en train de parler justement d'un accord qui pourrait éventuellement avoir une sécurité dans cette zone-là. Et pour faire cette sécurité, zone sécuritaire, on n'a pas besoin de faire une guerre.
on peut signer un traité de paix et justement... Un accord territorial. Justement, c'est Benyamin Netanyahu qui est en train de refuser de le signer. Je peux quand même préciser, je suis assez étonnée, excusez-moi, par l'approche de mon confrère, puisque nous sommes deux avocats. Vous savez bien que c'est pas parce qu'on a écrit quelque chose et que toutes les parties le signent que c'est pour autant respecté. Hein. Tout ça, c'est cosmétique, ça s'appelle de la cosmétique. Mais oui, mais vous préférez faire la guerre ? La seule police d'assurance. C'est ça l'alternative. Monsieur Vadra. On s'entend plus. Moi, je préférais signer un accord de paix. Et peut-être qu'il marchera pas, au lieu de faire la guerre au tout départ. La seule police d'assurance. Oui, on peut continuer à faire semblant. La seule police d'assurance de l'État d'Israël, c'est une armée de terre mobilisable avec 300 000 réservistes en quelques heures. C'est la seule police d'assurance de l'État d'Israël. Aucun accord écrit. On a vu que la guerre contre Gaza ne s'est arrêtée qu'avec un accord, et pas par la force. C'est le moment de donner la parole à Rachel. Rachel, concrètement, on a vu ces images de soldats du régime d'Al-Shara, mais on le sait bien, la Syrie n'a pas les moyens militaires aujourd'hui de défier Israël. Et on se pose même la question, si Al-Shara tombe, mais qui dirigera la Syrie ? Ça sera peut-être un leader encore plus hostile à Israël que lui. Alors c'est ça le souci, mais il a aucun intérêt Al-Shara à laisser ses hommes justement rentrer à prendre le pouvoir. Donc pour l'instant, en effet, il a laissé cette parade se faire, mais il veut garder le pouvoir, comme je vous l'ai dit. Il y a des milliards qui sont en train d'être investis en Syrie. Donc, si un débordement est fait, il y a de fortes chances pour qu'il fasse liquider ses hommes. Donc, il a derrière lui l'Arabie Saoudite et la Turquie. Et je ne pense pas que Al-Shara ait envie de laisser sa population en guerre. La Syrie n'a pas envie de rentrer en guerre avec Israël. Nathanaël Slama, très rapidement. Une réponse occidentale à une situation du Moyen-Orient. On a compris. Merci à tous les quatre pour ce premier débat sur cette déclaration choc du ministre israélien de la diaspora. Passons à présent à l'interview du tac au tac. La France trop youpine. Un maire de Dordogne a été exclu du Parti socialiste après des propos antisémites. L'élu concerné, Bernard Bazinet, dit assumer la décision du parti. J'accepte totalement cette décision et je la comprends, même si mes propos exacerbés visaient plutôt l'absence de réaction forte vis-à-vis de la politique de Benyamin Netanyahou. L'antisémitisme de gauche est en grande forme depuis le 7 octobre 2023. On en parle avec Céline Pina dans l'interview du tac au tac. Bonsoir Céline Pina, vous êtes essayiste. Merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Comment avez-vous réagi d'abord en découvrant le commentaire de ce maire sous une publication de Libération au sujet du non-boycott de la France de l'Eurovision ? Sincèrement, j'aurais dû tomber de ma chaise, mais pas tant que ça, parce que le terme youpin est un terme absolument abominable, extrêmement marqué, un thème marqué par la collaboration, et je pensais ne jamais l'entendre de ma vie. Sauf que depuis quelque temps, j'ai compris que ce en quoi je croyais avait disparu, donc que le terme finisse par ressurgir, étant donné la violence de l'antisémitisme à gauche. Finalement, ça ne m'étonne pas. Ce qui me choque, c'est la totale désinvolture avec laquelle ce maire a employé ce terme. Il l'a écrit. Et le pire, c'est que quand on lui a demandé des comptes, voilà ce qu'il a dit texto. C'est bien, j'assume complètement, même si je ne partage pas du tout ce que j'ai écrit. Donc là, on se demande si on a affaire à quelqu'un qui a encore toute sa raison, parce que assumer sans partager ce que l'on écrit, c'est quand même un petit peu curieux. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il va nous dire « je n'ai pas mesuré le terme ». Employé, le terme youpin, je ne l'avais pas du tout. C'est pas crédible une seule seconde. C'est un terme que tout le monde connaît, surtout que le monsieur a 65 ans, donc il ne peut pas l'ignorer. C'est un militant politique. Mais le pire, c'est que à la fin, il finit par dire « j'ai utilisé un terme trop violent ». Mais je ne suis pas antisémite, sauf que sa phrase est antisémite, même si on remplace le terme youpin par le terme juif, puisqu'en fait, ce qu'il explique, c'est que
les Juifs tirent les ficelles en France, et c'est pour ça que la France ne peut pas boycotter l'Eurovision. Mais en fait, si ça, c'est pas un cliché antisémite, je ne sais pas ce que c'est. Évidemment, c'est ça le sous-texte de son commentaire, mais selon vous, ils sont encore nombreux, à gauche, en France, à croire que les Juifs dirigent le pays en coulisses, des réunions secrètes de Juifs pour diriger la France ? Écoutez, c'est vrai que ça paraît complètement débile, mais force est de constater que les clichés qui sont en train de remonter ne sont pas les plus intelligents du monde, et que la plupart des gens ne va pas se battre sur la question de la guerre à Gaza, sauf pour traiter tout le monde de génocidaire. Non, les 3/4 du temps, ceux qui remontent, c'est vraiment le Juif qui contrôlerait la banque, qui serait riche, les clichés les plus stupides et les plus faux et les plus anciens aussi, qui ont été réactivés par cette folie antisémite. Mais que pensez-vous aussi du traitement médiatique de cette information? J'imagine qu'elle aurait fait la une de l'actualité si un élu du Rassemblement national avait tenu de tels propos. Là, la couverture médiatique, je la trouve plutôt discrète. Il y a eu quelques articles dans la presse, mais ça n'a pas fait les titres. Elle est extrêmement discrète. Si n'importe qui avait employé, par exemple, avait dit la France est trop bougnoule pour boycotter l'Eurovision, ça aurait fait un scandale, et à juste titre, parce que ce sont des mots qui sont là pour dégrader, pour être infamants, et c'est aussi une manière de rabaisser les gens. Dans Youpin, il y a pire, il y a aussi un côté de déshumanisation totale. Oui, si le RN l'avait fait, ça aurait fait un scandale. Et si quelqu'un avait parlé comme ça de la population maghrébine, ça aurait fait aussi un scandale. Donc, il y a l'émetteur qui aurait pu faire scandale et il y a la cible qui aurait pu faire scandale. Mais là, comme c'est la gauche et que ça cible la population juive, eh bien finalement, tout le monde s'en lave les mains, ce qui montre que si la France, elle, n'est pas antisémite, en revanche, on peut se poser la question d'un certain nombre de médias et le faire réellement, parce que, par exemple, Le Monde mériterait la même humiliation que celle qu'a subie la BBC, parce qu'il ne vaut pas mieux, voire est largement pire. Céline Pina, vous restez avec nous. Je vais faire réagir brièvement les débatteurs qui sont autour de moi sur ce plateau. Je vais commencer avec Merav Grieger à Paris. Le Parti socialiste a déclaré, je cite, que l'antisémitisme est un mal odieux, aucune tolérance, aucune explication n'est entendable. Ce parti devrait aussi s'éloigner et ne plus jamais s'allier avec la France insoumise, parce que les mots, c'est bien, mais les actes, c'est mieux, n'est-ce pas ? Là encore, on affiche une posture convenable, respectueuse des règles et des valeurs de notre République, mais par derrière, on fait tout l'inverse et on laisse s'envenimer une situation qui aujourd'hui est inexcusable et elle est instaurée. Après l'antisémitisme passionné, on se retrouve avec un antisémitisme détente. Ils n'ont rien à perdre, ils n'ont rien à craindre. Ils ont peut-être tout à gagner. Et j'ajouterais, le mot Youpin, il faut l'avoir quand même. Il n'a pas été le chercher bien loin. C'était assez spontané comme sortie de route qui, selon moi, était parfaitement contrôlée. Rachel Bourlier, une réaction à ce que vous venez d'entendre ? Alors moi je suis Céline Pina, à quel point je l'admire et je l'apprécie. On s'envoie des petits messages, je la trouve intelligente et elle a tout dit. L'insulte de Youpin, vous savez, c'est l'insulte, la véritable insulte antisémite qu'on ressortait il y a très très longtemps. Et c'est une honte, non seulement parce que c'est un élu, et vous vous dites, c'est devenu tellement, en plus, c'est banalisé, quoi. C'est terrible parce que aujourd'hui, on peut tenir ces propos antisémites et c'est quotidien, c'est une sorte de routine. Ça passe. On l'entend comme ça et c'est révoltant. Alors, la comparaison avec la BBC est très juste et ce qui est terrible, c'est que on se dit, bah tiens, une de plus et dans les médias en France, c'est devenu même pas choquant. Il y a aucun de nos confrères qui très très peu le relève et c'est ce qui est désolant. On aimerait que certains médias relèvent l'information, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Et cette affaire, elle intervient au même moment où un procès se tient en France actuellement. Une Algérienne sous OQTF qui est accusée d'avoir intoxiqué une famille juive chez qui elle travaillait. C'est désolant.
évidemment, et un grand danger aujourd'hui pour la communauté juive, malheureusement, en France. Et il faut qu'ils viennent le plus rapidement possible. Je voulais juste revenir sur quelque chose qui m'a marqué. Le tweet de l'élu qui essaie de défendre ses propos. Il a appris de la gauche israélienne et des médias israéliens que pour pouvoir s'en sortir, il faut taper sur Bibi Netanyahu. Une réaction, Amir Badran ? Sur cette affaire, sur cette déclaration de cet élu socialiste, ex-socialiste. Je trouve que c'est triste. Hein. Je trouve être antisémite, c'est triste. Moi, je n'aime pas les gens qui cataloguent les êtres humains en fonction de leur race ou de leur religion. On doit se traiter en tant qu'être humain et peu importe si je suis arabe, juif, palestinien, musulman, iranien, peu importe, je dois me comporter comme un être humain et me comporter en face de l'autre comme un être humain aussi. Merci beaucoup Céline Pina d'avoir accepté notre invitation sur les 24 News. Vous revenez évidemment quand vous voulez. C'est l'heure de marquer une courte page de publicité. À tout de suite sur les 24 News. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment, bâtissons l'avenir ensemble. אלבר, רק את הטוב! זה עוד הנפקה מוצלחת בחברת ההייטק הישראלית. אולי תהיו יותר טובים שם. גבירותיי ורבותיי, נחתנו זה עכשיו בנמל התעופה בן גוריון. ברוכים הבאים לישראל. Israël est fort et en pleine croissance. Maintenant, plus que jamais, c'est le moment de faire son alia. It's Christmas time, love is in the air, need you more than ever. Snow keeps snowing, the wind keeps blowing, but we'll be snug and so warm, and we wish you Merry Christmas, it's Christmas time at last. Le cadeau qu'on rêve tous d'avoir dans notre petit soulier est chez SFR. SFR, on s'engage pour vous. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unité mobile, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Cabinet d'assurance, que puis-je faire pour vous? Bonjour, j'appelle pour les frais Si d'hospitalisation. vous appelez pour un sinistre, tapez 1. Pour un contrat, faites le 2. Une facture, 2 pour un faites contrat. le 3. Pour une réclamation, faites le 4. Allô, j'ai dit 2, le 2. Pour les horaires de cinéma, faites le 5. Vous êtes sérieux là? Vous vous réconciliez avec votre ex? Parfois, il suffit de changer d'univers pour être enfin bien assuré et rassuré. Choisissez l'univers.
De retour sur le plateau d'i24 News, toujours en compagnie de Merav Grieger, Rachel Bourlier, Amir Badran et Nathanaël Slama. Vous en avez l'habitude, après la publicité, c'est toujours le moment de faire le tour du reste de l'info. Merav Grieger, je commence par votre information et on va se rendre ensemble au Canada. Un site internet qui avait publié une liste de tous les citoyens canadiens ayant servi comme soldats dans Tsahal a publié une nouvelle liste d'institutions juives telles que des synagogues ou des écoles qui sont associées à ces soldats ou ces anciens soldats. L'objectif serait de mettre en évidence le rôle que les institutions canadiennes peuvent jouer dans la promotion d'Israël et de l'armée israélienne. Est-ce que c'est une chasse aux Juifs, Merav ? Alors mon premier réflexe, c'est de dire que c'est un traitement de données à caractère personnel parfaitement illégal et que, en principe, une peine de prison devrait être appliquée à ces personnes. Et oui, je vous parle bien du droit canadien, non pas que je le maîtrise, mais qui répond à des règles que je connais très très bien et auxquelles le Canada est censé se conformer. Donc ces personnes-là sont censées être condamnées très sévèrement jusqu'à des peines de prison et j'espère qu'une telle sanction sera prise parce que oui, c'est une chasse aux Juifs, ça veut dire que la finalité, l'objectif de ces listes, c'est de mettre en danger la vie de ces personnes et, à minima, de les discriminer. Donc, c'est quand même très grave aussi la discrimination. 0 pointé pour le Canada. J'espère que la justice prendra le relais. Amir Badran, votre information, et j'imagine que vous avez vu cette information passer, le Hamas a caché du lait pour bébés à Gaza pour aggraver la faim, puis a blâmé Israël. Le New York Post cite le militant Ahmed Fouad Al-Khatib qui affirme que le groupe a caché des tonnes de préparations pour nourrissons dans des entrepôts pour aggraver les souffrances et alimenter les accusations de famine israélienne. Est-ce que ces révélations vous surprennent ? Je crois que une nouvelle pareille doit nous choquer. Nous choquer, mais non pas dans la manière dont vous venez de l'annoncer. Je crois que les images qu'on a pu voir, parce qu'Israël a refusé de montrer les images de ce qui est vraiment en train de se passer à Gaza, mais les images qu'on a vues à travers les médias entiers du monde, et surtout de ceux qui sont à l'intérieur de Gaza, c'est-à-dire que des journalistes gazaouis qui ont réussi à envoyer des images ont montré exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il y avait une politique d'affamer le peuple gazaoui par l'armée israélienne, par le gouvernement israélien. Et c'est ça ce qui est la pire des choses. Maintenant, écoutez, on peut toujours trouver des gens qui ont pu faire des atrocités, mais ça, c'est vraiment un zéro à côté de ce que Israël a fait à 2,2 millions de civils gazaouis qui ne sont pas du Hamas. Comment est-ce que et continuer à affamer un peuple pareil, excusez-moi, j'ai une question. Parce que c'est justement, il y a plus de 20 000 enfants qui ont été tués. Il y avait des dizaines de bébés qui mouraient de faim. J'ai une question, Raphaël. J'ai une question d'avocat. Là, j'ai une question. Nathanaël, Merav et après vous. Merav. Nathanaël, vous permettez voilà, parce que bon. J'exerce pas en Israël. J'ai passé le barreau de Jérusalem. Je connais une bonne partie des lois israéliennes et vous les maîtrisez, chers confrères, certainement plus que moi. En revanche, il y a des règles très claires. Vous venez de mettre le discrédit sur des éléments de preuve fournis par une partie, à savoir Israël, en expliquant qu'il y a des preuves également de l'autre côté contraires, et vous donnez le crédit à ces preuves contraires. Alors, vous devez juste vous contenter de dire que ces preuves sont par ailleurs discréditées, mais finalement, vous donnez raison à l'autre partie qui va prouver totalement l'inverse. Ça veut dire que la vérité est ailleurs. Restez en dehors, à moins que, effectivement... Quand vous regardez les images qui émanent d'Israël même, un parti qui s'appelle Tzav Teisha, qui sont là justement pour arrêter les camions de nourriture,
pour gaspiller la farine, pour gaspiller le lait des enfants. D'accord. Pour Amir, qu'est-ce que vous avez à dire? Dernière question. Justement, Raphaël, vous me laissez poser cette dernière question. Raphaël, vous me laissez poser cette dernière question, s'il vous plaît. Avec vous-même, avec les photos que le gouvernement israélien montre. On s'entend plus. Une question. Amir, Comment une seconde. Dernière question, Nathanaël. Une seconde. En français, elle est très simple. Une seconde. Non, vous me la donnez. Ça a un sens. Ça a un sens. Je terminerai là-dessus et si vous voulez, j'interviens pas sur le reste. Non, pas du tout. Qu'avez-vous à dire, Amir, à ceux qui, en France ou partout ailleurs, produisent des preuves indiquant qu'en Israël, les Arabes n'ont pas de droit, les musulmans n'ont pas de droit, et on vous affame et on vous coupe l'eau pour boire. Est-ce que vis-à-vis de ces personnes qui ont produit ces preuves-là, vous avez quelque chose à dire? Vous parlez des Gazaouis, oui, c'est vrai. Vous parlez des Gazaouis, c'est vrai. De nous. De ces personnes qui vivent en Israël, et on a des preuves partout dans le monde, et on me les montre. Regardez, un arabe en Israël ou un musulman en Israël n'a pas de droit. Il n'a pas la parole. Il ne peut pas être élu. Mais quel rapport? Mais vous parlez de quoi là? Mais quel rapport? On est en train de parler de la guerre. D'égalité des preuves. On est en train de parler des Gazaouis. Quel rapport? Stop. Attendez. Mais qu'est-ce que vous faites comme assimilation? Quel rapport? Nathanaël, c'est une question. Il n'y a pas d'assimilation. C'est l'appréciation des preuves. Non, mais écoutez, je suis désolé, ça n'a rien à voir. C'est au tour de Nathanaël. Je vais vous faire en français très simple. Comment je peux cacher des tonnes de lait si ces tonnes de lait n'existent pas et ne rentrent pas dans la bande de Des tonnes de lait? Oui, c'est la preuve. Écoutez, est-ce que vous avez vu les camions dont je viens de vous parler? Vous avez vu les gens qui sont des amis à vous, des gens qui ont les mêmes opinions idéologiques, politiques comme vous, qui sont là parce que pour eux, l'aide humanitaire qui doit circuler pour les civils, vous trouvez ça, c'est inhumain. Il ne faut pas qu'ils aient leur aide. C'est ça votre idéologie. C'est ça ce qui est grave. Stop. L'information de Rachel Bourlier. Vous voulez dire quelque chose? Allez-y. De dire qu'il n'y a pas d'aide alimentaire qui rentre dans la bande de Gaza, c'est un mensonge. J'ai des preuves, j'ai des photos dans mon téléphone que j'ai photographiées moi-même. Ouais. L'aide alimentaire a mis ma vie en danger pour aller des fois évacuer. Ouais, il y a eu à peu près 100 camions par jour, alors qu'il faut 6000 camions par jour pour alimenter 2,2 millions de Gazaouis. Mais vous croyez que 60 camions par jour, ça c'est suffisant pour alimenter 2,2 millions de personnes? Dans 4 points de distribution, 4 points où ils étaient fusillés. Fusillés par Israël? Oui, par Israël, exactement. Rachel, dans le délire. L'information de Rachel Bourlier, une information un peu plus légère, comme ça on redescend la pression en plateau. Rachel Bourlier, on va parler football. Le joueur du FC Barcelone, Ronald Araujo, est en Israël. L'Uruguayen cherche à se reconstruire mentalement et a été laissé au repos par son club. Il a choisi Israël comme destination pour se ressourcer. Il n'a pas choisi, entre parenthèses, la meilleure période de l'année avec la tempête Byron. Peut-être que c'est lui qui nous a emmené la pluie de Barcelone. Mais le pauvre, il a mal fait son choix. Mais oui, et il se prend en plus, alors sans mauvais jeu de mots, mais une tempête, une tornade de réactions haineuses sur les réseaux sociaux pour son choix de venir en Israël. C'est une information sur mesure pour vous, ma chère Rachel. J'arrive, je prends le premier avion demain, j'arrive. Écoutez, vous savez à quel point j'aimais ce club, mais là, c'est no limite parce que non seulement il vient pour les bonnes raisons et ça montre bien son intelligence et je pense que c'est un cadeau pour Amir Badran. Vous voyez, cet homme, il n'a pas peur, il ne boycotte pas ce pays, il vient pour des raisons spirituelles et pour la beauté de ce pays et il n'a pas peur d'être lynché sur les réseaux sociaux. Il passe outre ces imbéciles et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il joue en Espagne, le pays qui déteste, je crois, un des pays qui déteste le plus Israël, avec un Pedro Sanchez qui ne va pas monter, j'imagine. C'est différent. À son retour, il va subir, j'imagine, les foudres des Espagnols. Et je me demande d'ailleurs comment ça va se passer. Je m'inquiète un peu pour lui. Et je l'aimais déjà, je l'admirais. Et il nous manque d'ailleurs. Il va falloir qu'il revienne vite parce qu'on a besoin de lui en défense. Mais il est extraordinaire. Donc bichonnez-le, s'il vous plaît. Occupez-vous bien de
de lui en Israël. La météo n'a pas été très favorable, j'ai vu ça, mais j'avais déjà envie de venir vous voir, mais là j'ai envie de venir. On va le remettre une demi-heure dans la mer morte. Donc Amir, je compte sur toi. Hein. Faut pas trop compter. Essaye de m'envoyer des belles photos. Nathanaël Slama, votre information, on va chez vous, en Judée-Samarie. Lior Amichai, directeur du mouvement d'extrême gauche La Paix Maintenant. Vous connaissez ? Ouais, je connais La Paix Maintenant, je connais La Paix avant-hier aussi. Voilà, a envoyé une lettre au chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, exigeant le limogeage immédiat du chef du commandement central, le major-général Avi Blout. Voilà. La lettre fait suite à une enquête de Cannes qui se concentrait sur la création de nouveaux sites au sommet d'une colline en Judée-Samarie. Lior Amichai a vivement attaqué Avi Blout, écrivant, je cite, « Blout a effectivement transformé Tsahal en une force de soutien pour l'établissement d'avant-postes terroristes juifs illégaux à travers les territoires. » On voit la citation s'afficher. Et maintenant, on va entendre votre réaction. Déjà, ma première réaction, c'est que si vous êtes dans le collimateur de Shalom Arshav de La Paix Maintenant, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Ça veut dire que quand vous les embêtez, c'est que vous êtes sur le bon chemin pour la délivrance d'Israël. Premièrement. Deuxièmement... Tout ce qui prône pour la paix, c'est ça, il faut les embêter. Tout ce qui est Shalom Arshav, ils ont tout apporté à part... Mais tout ce qui est paix, vous n'aimez pas. Tout ce qui parle de paix, vous n'aimez pas. Il faut les... Moi, ce que je n'aime pas, c'est la guerre. Et ce que je n'aime pas, non, c'est mais au contraire. Qui m'amène à la... Mais vous dites des choses contradictoires. Maintenant, ces implantations-là, ces fermes-là, ces chavot, comme on dit, c'est un moyen pour Israël de maintenir des territoires qui sont des territoires C. C'est-à-dire des territoires qui, même selon les accords d'Oslo, devraient un jour rester sous contrôle israélien. Ces mêmes territoires-là, s'il n'y a pas de présence israélienne, juive, dans ces collines-là, c'est des bergers ou c'est des villageois qui vont venir, qui vont prendre ces terrains-là. L'engagement de ces chavot-là, de ces fermes-là, est justement pour mettre de la présence. On a eu aujourd'hui... Et des attaques aussi. Des attaques contre les Palestiniens. On va parler des attaques. Ça aussi. C'est très important pour... Un communiqué de Binyamin, qui est la région en Judée-Samarie, qui explique que plus le nombre de fermes augmente, et moins il y a d'attaques d'Arabes contre les Juifs. Parce que vous parlez de violence des Juifs contre les Arabes, mais... Non, mais les attaques qu'on voit, c'est au contraire. C'est des attaques des colons juifs envers les Palestiniens en Cisjordanie. C'est ça ce qu'on voit. Vous avez parlé quand on est en train de leur brûler leur village, brûler leur maison, leurs camions, leurs terrains. Hier soir, à 10h, il y a un bus qui a été lapidé en bas de chez moi, par un village arabe, juste en bas de chez moi, à Louban el-Sharkia. Ça, vous n'en avez pas parlé dans les informations. On n'en parle pas. Et combien de Palestiniens ont été tués hier? Stop. Vous êtes en train de vexer le terrorisme palestinien en comparant les deux. La force internationale de stabilisation sera déployée dans la bande de Gaza début 2026, a déclaré mardi soir un haut responsable américain au Jérusalem Post. Le responsable a noté que cette force comprendra initialement que du personnel d'un ou deux pays et que d'autres pays pourraient éventuellement les rejoindre à l'avenir. Ces révélations ont inspiré cette question à l'équipe de SAS Débat. La future force de stabilisation pour Gaza est-elle un danger pour la sécurité d'Israël? Nathanaël Slama n'a pas confiance en cette force et a répondu oui. Il opine du chef. Et Merav Grieger n'est pas d'accord avec lui. SAS Débat saison 1, épisode 23, face à face numéro 2. C'est parti. Nathanaël, vous commencez, c'est à vous. Vous avez une minute. Non, c'est le oui qui commence. Vous avez une minute pour convaincre nos téléspectateurs. Merav, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? Oui. N'oubliez pas, vous avez une minute et vous devez convaincre les téléspectateurs qui voteront ensuite sur le compte Instagram de la Tifon News en français. D'ailleurs, le précédent vote est en ligne. Vous pouvez aller voter. Tout le monde est prêt? Oui. Et si vous dépassez, coup de buzzer. Nathanaël, c'est à vous. Alors, déjà, après 2 ans de guerre, j'aurais préféré qu'on se pose la question, est-ce qu'Israël va envoyer des colons pour pouvoir s'installer complètement dans la bande de Gaza? Malheureusement, on est en train de parler d'une force internationale. Le problème d'une force internationale, c'est qu'ils sont là pour maintenir la paix et le silence. Quand on donne la paix et le silence à des djihadistes, ils se préparent à la prochaine guerre. Et c'est une chose qu'Israël ne peut pas se permettre aujourd'hui, de garder des mouvements djihadistes sur leurs frontières en train de s'armer. Maintenant, peut-être que ça peut marcher sur le point, en quelques semaines, quelques mois, pour faire comprendre au monde entier des choses qu'ils ont peut-être pas encore admis jusqu'au bout, de comprendre que les seuls qui peuvent anéantir complètement le djihad et les seuls qui peuvent anéantir complètement le Hamas et les capacités du Hamas à nuire, c'est Tsahal. Dans le film où le Hamas jette les armes, les seuls acteurs, c'est Tsahal, Magav,
Shabak, Mossad, rien d'autre. On continue, vous avez encore 12 secondes. Non, moi je suis clair, je suis précis, je suis chirurgical. Ok, très bien. Merav, vous aurez un peu plus de temps parce que notre ami n'a pas fini son chrono. Merav, on vous écoute, c'est à vous. Le docteur. Exactement. Allez-y. Le docteur Slama. Je suis très précis, moi. J'étais tireur d'élite à l'armée, donc je suis très précis. Allez-y, c'est à vous. Ça y est, vous mangez ma part du gâteau, là. Allez-y. Non, ça n'a pas commencé encore. Je pense que c'est sans odeur. Ça n'a pas commencé. Allez-y. C'est sans odeur, sans saveur. C'est parfaitement stérile. Cette force internationale de stabilisation va stabiliser le danger sans le rendre plus intense et sans le minimiser. Ce sont des institutions qui certes sont nécessaires et légitimes et poursuivent des missions qui sont vertueuses, sauf que entre la théorie et la pratique, il y a un grand écart. On n'a pas pu constater l'efficacité de ces types d'institutions. Effectivement, certains membres d'entre eux se verront certainement instrumentalisés et peut-être même complices de certaines actions du Hamas ou de ce régime terroriste qui effectivement demeurera un danger avec ou sans ces forces internationales qui prétendent stabiliser. Elles stabiliseront le danger et rien que ça. Merci beaucoup à tous les deux. Amir Badran, est-ce que selon vous, ça va fonctionner? Déjà, on ne sait pas quel pays va envoyer des troupes, pour combien de temps, comment, pourquoi. Ça semble un peu flou quand même cette histoire. Écoutez, c'est le bordel total. C'est même pas question d'être flou. Bon, il y a le plan de Trump qui était au départ 21 points, après c'est 20 points. Puis après, on a essayé d'élaborer plusieurs points pour arriver à 2 étapes ou même à 3 étapes, mais même les points dont on avait parlé ne sont pas assez clairs. Un des points qui n'est pas clair, c'est justement cette force internationale de stabilisation. De qui va-t-elle être formée? Pour l'instant, même la Turquie qui dit oui, moi je suis d'accord, je veux faire partie de ça. Les Américains disent oui, on est d'accord pour ça, on est d'accord que les soldats turcs viennent sur place. Israël dit non, moi je suis pas d'accord. Moi je veux choisir les soldats qui vont venir ici. Écoutez, c'est le bordel total. Ce qu'on peut dire, c'est que... Ça sera peut-être l'Indonésie, on imagine? On ne sait pas encore. On ne sait vraiment pas qui ça va être. On ne sait pas encore qui ça va être. Et le grand problème, c'est qu'on n'arrive pas à aller à la 2e étape, justement, pour commencer à rétablir la bande de Gaza, commencer à parler de l'humanitaire, de la reconstruction de la bande de Gaza. C'est ça ce qui est important à savoir, qu'au bout de 2 ans de guerre, de tuerie, de démolir toute infrastructure, toute possibilité de vie à Gaza, il est temps de faire ça très très vite. Rachel, est-ce que vous comprenez les Israéliens qui disent « Seul Tsahal peut assurer notre sécurité » ? Évidemment, donc moi je rejoins mon camarade Nathanaël, mais surtout ce que vient de dire Amir est juste également sur un point, c'est que pour l'instant on ne sait absolument pas qui va y aller, mais c'est qu'il y en a plein qui ne veulent pas y aller. Les seuls qui bien évidemment sont là en disant on veut y aller, c'est les Turcs, mais Israël a mis un non catégorique en disant non, les Turcs on n'en veut pas, et les Israéliens n'ont confiance qu'en leur armée, et c'est tout légitime, tout à fait légitime de leur part. Merav, vous en parliez dans votre minute. L'expérience, par exemple, de la FINUL au Liban, ça ne sera pas le même modèle, mais la FINUL, ça n'a pas été et ce n'est toujours pas une franche réussite pour sécuriser la frontière entre Israël et le Liban. Absolument. Et puis l'ONU n'a jamais fait la paix non plus. On voit bien que à l'intérieur même de ces institutions, et c'est pour ça que je vais reprendre ce qu'a dit Amir Badran. Moi aussi, j'aimerais parler foot avec vous, et je suis sûre que on pourrait s'entendre sur plein de sujets, y compris la gastronomie et la culture. Mais Israël ne cherche pas à choisir. On voit bien la connotation. Les personnes, c'est pas pour contrôler, c'est surtout pour filtrer, sélectionner, parce qu'effectivement, on va pas laisser entrer des personnes qui vont devenir des super djihadistes ou qui vont fournir de l'argent et qui vont aussi empêcher les Gazaouis de manger et comme on a pu voir, leur retirer de la nourriture. Ça reste des éléments qui sont tangibles, qui ont été prouvés, même si d'autres preuves existent par ailleurs. Donc oui, c'est compliqué. Je pense qu'on va tous échouer de toute façon dans cette sélection-là, mais c'est normal que cette sélection existe de prime abord et comme dans toute situation,
on doit s'assurer de l'indépendance des personnes à minima, de manière objective, même si chacun dans sa tête a le droit d'avoir des opinions, a le droit de critiquer, mais une petite enquête de moralité sur ces personnes est nécessaire comme dans tout métier, Amir Badran. Nathanaël. Oui. En fait, déjà, il y a 2 points que je voulais rajouter. Premièrement, c'est que quand on veut gagner une guerre, il faut toujours avoir, comme on dit en hébreu, la yozma. C'est-à-dire c'est à nous de prendre les devants, de prendre les rênes. Si on laisse un autre acteur rentrer sur le terrain, on devra réagir à l'action de l'autre acteur. Qu'est-ce que vous craignez? Que des pays qui soutiennent le Hamas figurent dans cette force? Le Qatar a quand même financé le Hamas. Si à la place du Qatar, on aura maintenant la Turquie qui va rentrer aussi avec la RIP7, il y a aujourd'hui, après la chute, en gros... On a compris que les Émirats Arabes Unis ne veulent pas y aller. Ils ne veulent pas y aller parce qu'ils veulent garder... Mais le plan de paix, il est en train de parler justement du contraire. Le plan de paix parle que Israël se retire de la bande de Gaza. Après le désarmement vous êtes en train du Hamas. de dire exactement le contraire. Vous voulez qu'une force armée israélienne reste à Gaza pour justement déclencher encore une fois la guerre, pour ne pas arriver à cette paix-là dont le président Trump... a obligé, à contraindre Netanyahou de le faire. Mais est-ce que vous comprenez que Netanyahou a été contraint de le faire? Pourquoi? Quel rapport On sait très bien qu'il n'a pas envie de le faire. On sait très bien qu'il a envie de continuer la guerre. On le sait. Les 2 points de l'engagement. Le premier, c'est de rendre tous les otages. Il reste encore un otage dans la bande de Gaza qui n'a pas été rendu. Donc les 72 heures, ça va devenir maintenant 3 mois. Et une fois que cet otage-là va être rendu, est-ce que vous croyez que Benjamin Netanyahou ne va pas déclencher une autre guerre? Moi, je vous dis qu'il va la faire. Il va tout faire pour ne pas y aller à la deuxième étape. Il va tout faire. Il va tout faire pour arrêter son procès. Il va tout faire pour continuer encore une guerre. Mais écoutez, c'est ce qu'il est en train de faire. Ce qu'on reproche à Netanyahou, c'est même la politique intérieure. C'est les politiciens israéliens qui sont en train de dire ça. C'est pas moi. Vous faites une salade, vous mélangez le sucré avec le salé. Il ne faut pas faire de salade. Le deuxième point du plan Trump, c'est le désarmement du Hamas. Est-ce que le Hamas veut se désarmer? Oui, à condition qu'ils donnent leurs armes à l'autorité palestinienne et qu'ils gardent leurs armes légères. Est-ce qu'on appelle ça un désarmement? Si moi mon enfant, je l'envoie au lit, il me dit oui, mais je veux aller au lit, mais à condition que je reste éveillé, que tu me laisses allumer la lumière. À quoi ça sert? Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, les clauses, les 20 points que Donald Trump a posés ne dit pas en aucun cas, en aucune clause, aucun article qu'il y a un désarmement total du Hamas. Aucun point. Moi, je vous défie. Basez-vous, montrez-nous ce point dont vous êtes en train de se fonder. Avec les sacs de farine dans mon téléphone. 50 secondes. Rachel Bournier, la conclusion, s'il vous plaît. Alors moi, je vais en arriver à défendre Amir parce que ça va pas du tout. Et généralement, c'est moi qui suis en opposition avec lui. Et là, Meirav, ça va pas du tout. Depuis tout à l'heure, elle est en train d'attaquer Amir. Amir, pour une fois, je vais être d'accord avec toi parce que c'est pas normal. D'habitude, tu es mon meilleur ennemi. Et là, je vais être en total d'accord avec toi, rien que pour cette émission. Eh ben moi, c'est mon ami avec lequel je ne suis pas d'accord, Rachel. Ça aussi, c'est juste pour cette émission. Vous êtes en train de parler un peu de moi, que ça soit du bien ou du mal. Je suis très content. Moi, je vous découvre. Amir, je vous découvre. Je vous trouve très charmant. Hein. Sachez-le. Non, Amir, il est à moi. Amir, attention, c'est mon meilleur ennemi. On se bat pour vous. Je suis content, les filles. Pour faire la guerre. Stop. Le second de l'émission, c'est si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Je pense qu'on en a encore eu la preuve ce soir. Passons tout de suite à la carte blanche de Julien Lassalle. Salut Raphaël, everybody, tout le monde. Raphaël, je sais que t'es un fan, t'es un ultra du PSG, mais j'ai remis un autre maillot de l'OM. Alors d'une, car on a gagné hier soir, et de 2, car on est aux couleurs d'Israël, donc j'étais obligé, vraiment sorry Raphaël. Première news, allez, Trump devrait annoncer avant Noël la création d'un conseil de paix, et il présidera ce conseil. Il s'arrête jamais, voilà, il est hyper actif Donald, et le tout repose sur un plan en 20 points. Alors, point numéro 1, désarmer complètement le Hamas. Point numéro 2, croiser les doigts et prier. Point numéro 3, croiser les doigts et prier. Point numéro 4, croiser les doigts et prier. Point bon, en fait c'est pareil jusqu'au 20e point, voilà. Et au milieu de tout ça, on nous dit que la Palestine est neutre. Pourtant c'est l'endroit le moins neutre au monde. Voilà, c'est comme si on me disait, Raphaël, que t'avais un CAP de coiffure. Ça n'a aucun sens. Bon, et quant à la Force internationale de stabilisation, l'ISF, quel succès. Voilà, elle est composée de 2 pays. 2 pays seulement. 2. On sait même pas lesquels. Et elle est déployée uniquement là où il n'y a pas le contrôle du Hamas.
Ils veulent stabiliser Gaza sans aller là où ça bouge. Ah, c'est comme aller vers une meuf en couple. Ça ne sert à rien d'aller quelque part là où ça bougera pas. N'importe quoi, Julien. L'ISF. N'importe quoi, l'ISF. Pas Julien. Bref, deuxième info du soir, et pas des moindres. Je n'ai plus d'eau chaude chez moi depuis hier soir. Voilà, c'est réel. Et Raphaël, toi, à Tel Aviv, c'est l'inverse. Voilà, il y a trop d'eau. Il y a eu la tempête Byron cette nuit. Du coup, j'ai une question qui me brûle les lèvres et pas à cause du froid. Ça te fait quoi de passer du parasol au parapluie? Et deuxième question, ce matin, comment t'as accompagné ta fille? En kayak? Bon, en tout cas, respect à Israël, pays des innovations et inondations express. Et moi aussi, là, je suis express. Faut que j'aille voir la défaite de Paris ce soir. À demain, Raphaël. Alors, il faut que je réponde à Julien. Déjà, premièrement, Paris va s'imposer ce soir, ça c'est sûr et certain. Et ensuite de ça, ce matin, je n'ai pas déposé ma fille en kayak, mais vraiment, je suis rentré chez moi absolument trempé. C'était la tempête totale. Elle n'a pas compris parce que je lui ai mis, vous savez, le truc qui protège la poussette alors qu'elle n'est pas du tout habituée à ça. Je lui ai mis un gros manteau, une capuche. Elle a 2 ans, elle disait mais c'est la première fois de ma vie que je vois ça, donc voilà. C'était la découverte de la tempête télavivienne pour ma fille de 2 ans. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci Rachel, merci Merav, merci Nathanaël et Amir. Tout de suite un point complet sur l'actualité, suivi d'un nouvel épisode de Défense. Restez avec nous.